stupéfiants. Adam et Jimmy pataugent dans la crasse pour démystifier deux légendes particulièrement dégoûtantes. Dégueulasse! Ils demandent du rat fort. Je vois de l'urine de rat sur la canette. Pour déterminer si l'urine de rat sur une canette de boisson gazeuse est nocive pour la santé. Celle-ci est vraiment dégoûtante. Puis, ils examinent des objets de tous les jours pour savoir s'ils sont aussi contaminés qu'un siège de toilette. Alouette, gentille alouette, je te plumerai. Entre-temps, Jesse, Tori et Grant y vont plein gaz Pourquoi tu freinais? Tu devais ricocher. pour savoir si un super bolide au moteur gonflé C'est beaucoup mieux comme ça. peut ricocher sur la surface de l'eau comme une pierre. On se prend pour Thelma et Louise. Qui sont les stupéfiants? Adam Savage et Jimmy Heineman. Relax, ça ne fera pas mal du tout. Ensemble, ils cumulent plus de 30 ans d'expérience dans le métier des effets spéciaux. Voici leurs collègues. Tori Bellucci. Grant Imahara. On peut y aller. Carrie Byron. C'est terrifiant. Avec la participation de Jesse Combs. Ce sera vraiment génial. Ils ne font pas que documenter les légendes urbaines. Ils tentent de les démystifier. Que nous réserves-tu aujourd'hui? Un mythe sur de minuscules créatures? Oui. On parle de centaines de milliers d'organismes avec lesquels on entre en contact tous les jours. Mais certains d'entre eux pourraient être très nocifs pour la santé. J'ai le scénario parfait pour toi. J'ai reçu une chaîne de courriel récemment qui indiquait qu'une femme avait été tuée par un agent pathogène qui se trouvait sur sa canette de boisson gazeuse. L'agent pathogène en question provenait de l'urine d'un rat. Voilà un scénario qui m'intéresse. Alors allons-y. D'accord? Qui dira, dit crasse. Mais les canettes de boissons gazeuses sont-elles vraiment contaminées par de l'urine de rat? Et si oui, risque-t-on la mort chaque fois que l'on boit d'une canette? Comment procédera-t-on? Ce mythe est très répandu, donc il faut s'y attaquer de la bonne façon avec un échantillon considérable. D'accord. On devrait commencer par analyser l'urine du rat. On veut savoir de quoi elle a l'air, comment l'analyser et comment déterminer s'il y a bel et bien présence d'urine de rat. Il faut une meute de rats et des canettes de boissons gazeuses. La nature se chargera du reste. Doit-on vraiment parler d'une meute de rats? J'en sais rien. On parle plutôt d'une horde ou d'une colonie de rats. Mais avant de commencer, Je ne comprends vraiment pas comment l'urine de rat peut être mortelle. Ce n'est pas l'urine en soi qui tue, mais le fait que l'urine de rat peut contenir la bactérie de la leptospirose et l'hantavirus. Ceux-ci peuvent être très dangereux. Ah bon? selon le mythe, les agents pathogènes passent du rat à la canette de boisson gazeuse par son urine et de là contaminent l'être humain. Tout d'abord, les stupéfiants doivent obtenir un contrôle positif. Le délicieux cola des stupéfiants est un élixir qui prolonge la vie humaine et n'a jamais contenu d'urine de rat. Jusqu'à présent. Aujourd'hui, 1000 de ces canettes serviront de labyrinthe pour les rats. Elles nous permettront de récolter l'échantillon d'urine nécessaire pour le contrôle positif. Adam et Jimmy perfectionneront leur technique de récolte d'urine avant de se tourner vers de vraies canettes de boissons gazeuses. Pourquoi prend-on la peine de laver les canettes avant de récolter l'urine de rat? Parce qu'on veut analyser seulement de l'urine et non d'autres saletés ou détritus qui pourraient nuire au contrôle positif. Il faut donc laver chacune des 1000 canettes. Et je l'avoue, c'est un long processus de récurage. Très long. Les canettes sont propres. Il est temps de rencontrer les rats incontinents. Voici le Ratus norvegicus, mieux connu sous les noms de rat sur mulot, rat d'égout, rat brun ou rat commun. C'est le rat le plus prolifique de l'hémisphère nord, et on dit qu'il a causé la peste noire du Moyen-Âge qui a tué des dizaines de millions de personnes. Mais à vrai dire, ce sont les puces sur les rats, et non les rats eux-mêmes, qui ont déclenché l'épidémie. Et maintenant, on jette le blâme sur leur urine. Mais est-elle vraiment mortelle? Les rats prennent plaisir à aider les gars à démystifier ce mythe. Je vois de l'urine de rat sur la canette. Génial! C'est formidable! C'est un son que l'on entendra seulement aux stupéfiants, celui de 40 rats qui courent sur 1000 canettes.
Les rats marchent à pas feutrés sur les canettes pendant 1h30. La fête est terminée. Mettons-les dans leur cage. Il y a bel et bien de l'urine de rat sur les canettes. Les gars tenteront de la voir à l'aide d'une lumière noire. Savais-tu que l'urine de rat devient fluorescente sous la lumière noire? On va regarder l'urine de plus près avec cette lumière noire. J'ai l'impression d'analyser une scène de crime. Les gars découvrent une foule de flaques fluorescentes. C'est sûrement de l'urine. Les canettes s'illuminent comme une machine à boules. Celle-ci est vraiment dégoûtante. Les gars sont certains que la lumière noire est le meilleur moyen d'observer l'urine. C'est dégueulasse. Je pense qu'il est temps de récolter de vrais échantillons au hasard. On ferait mieux de commencer à faire le tour de la ville pour trouver 1000 canettes. 1000 canettes, allons-y. Maintenant qu'ils savent comment repérer l'urine, les gars sont prêts à effectuer de vrais tests. Ils collectionnent 1000 canettes de diverses sources. Génial. Les méthodes de conservation ne sont pas les mêmes partout. Certaines canettes sont gardées dans des endroits très propres, d'autres non. C'est bon? On a 1000 canettes qu'on a trouvées un peu partout dans la ville. On va les observer à l'aide de la lumière noire, comme on l'a fait pour le contrôle. On verra bien ce qui s'y trouve. Oh, regarde. C'est la première canette et je vois de petites taches fluorescentes. C'est bon signe. Je vais la... Non, c'est mauvais signe. Je vais la ranger avec les autres canettes douteuses. Les résultats sont de plus en plus dégoûtants. Des taches. Dégueulasse, des taches. Le monde entier est contaminé. Taches. Que va-t-on faire? Ces canettes ne peuvent pas toutes être contaminées, n'est-ce pas? Comme vous le savez sûrement, j'adore les voitures et nos admirateurs nous ont envoyé un mythe que je veux démystifier à tout prix. Lequel? Vous connaissez les films Cannonball? Ouais. Les films des années 80. Le mythe vient du 3e film. Au tout début, une Lamborghini rouge tente d'échapper aux policiers. Elle roule à vive allure et fait tout pour berner les policiers, mais ceux-ci refusent d'abandonner. Le conducteur de la Lamborghini quitte la route et se dirige tout droit vers un lac. Il accélère, ricoche sur l'eau et sème les policiers. C'est exact. Quelle bonne idée, une voiture qui ricoche sur l'eau. Tu devrais nous rendre visite plus souvent. Pour semer les policiers, la voiture sport roule à vive allure et effleure la surface de l'eau. Mais est-ce vraiment possible? Une voiture de 1,2 tonnes peut-elle vraiment effleurer l'eau comme une pierre qui ricoche sur l'eau? Quel est le plan? J'ai regardé la scène au ralenti à plusieurs reprises, puis j'ai analysé chaque image et mesuré des points de référence. Selon mes calculs, la voiture roulait à environ 80 km/h, a décollé d'une plateforme et a ricoché 4 fois sur un plan d'eau d'une longueur de 30 mètres. D'accord, c'est simple. Il suffit de trouver une Lamborghini et de rouler à 80 km/h pour savoir si elle peut ricocher sur l'eau. Jamais personne ne nous prêtera une voiture de 250 000 $ pour la conduire dans un lac. Ça ne se produira pas. Ça ne sera pas facile. Oh non! Mais même si on ne peut pas tout avoir dans la vie, la chance peut parfois nous sourire. Pourquoi elle a choisi cette voiture? Ça ne ressemble pas à une Lamborghini? Mais non, pas du tout. Ce n'est pas une voiture de luxe, mais elle fera amplement l'affaire comme doublure. La voiture de luxe coûte beaucoup plus cher et sa vitesse maximale est beaucoup plus élevée. Mais pour cette expérience, il suffit que la surface, le poids et la distribution du poids de chaque voiture soient presque identiques. Mais puisque personne ne se porte volontaire pour conduire la voiture sur le lac, notre expert des télécommandes se met au boulot. J'ai une idée. Pendant que Grant maîtrise la télécommande, Tori songe aux rails nécessaires pour ce projet. À part la voiture, il faut 2 éléments essentiels. Premièrement, une route bien droite sur laquelle on pourra faire accélérer la voiture à une vitesse très élevée. Deuxièmement, il faut un lac de 30 mètres de longueur sur lequel la voiture ricochera. On a fouillé San Francisco et la Californie de fond en comble, mais on n'a rien trouvé. Cela veut dire qu'on part en voyage. Mais pourquoi on ne peut pas prendre l'avion? Puisque les lacs se font rares, l'équipe se dirige vers un endroit qui lui est bien connu. La dernière fois qu'elle s'est rendue sur la piste du siège social de Fretliner, l'équipe a démystifié des mythes sur les semi-remorques.
Grâce à ses grands espaces et ses kilomètres de piste, c'est l'endroit idéal pour risquer sa vie. Cette fois-ci, ils ont ajouté un élément spécial au bout de la piste. Un énorme étang construit sur mesure sur lequel ricochera la voiture sport. Mais pas cette voiture, évidemment. Elle est là pour sauver les apparences. Pourquoi as-tu freiné? Tu devais ricocher. Oui, mais avec la doublure, pas celle-ci. Où as-tu déniché cette voiture? Un ami me l'a prêté. Oublie la voiture, que penses-tu de notre étang? Il est magnifique, mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus petit. Il a les mêmes dimensions que le lac dans le film. 30 mètres de longueur, 8 mètres de largeur et 1 mètre de profondeur. Avant de faire les tests, puisqu'on ne peut pas se servir de ta Lamborghini, je dois travailler sur la voiture. Faut discuter de la rampe de lancement. L'étang est prêt. Maintenant, Tori et Jesse déploient l'artillerie lourde. Il faut construire une rampe de lancement pour la voiture avant de commencer. Pourquoi? Parce qu'il y en a une dans le film. En regardant les images, force est de constater que la Lamborghini avait pris de l'élan avant de ricocher sur la surface de l'eau. Pour atteindre la même portée, l'équipe doit construire une rampe de lancement de 20 cm. Dès que la rampe est en place, Jesse jette la première pierre. Selon moi, cette voiture n'a pas l'air assez rapide. C'est beaucoup mieux comme ça. Voyons voir si la voiture ricoche sur l'eau. Est-ce que ça va fonctionner? Probablement pas. Pour ce test, on recrée les conditions du film. La voiture roulera à 80 km à l'heure et elle prendra son élan sur la rampe de lancement. Si tout va bien, elle ricochera sur l'eau. Il est possible qu'elle ricoche une seule fois, mais j'en doute très fort. En tout cas, il ne se rendra jamais jusqu'au bout de l'étang. On le saura sous peu. Jesse se dirige vers son poste d'observation, tandis que Grant, fou de joie, démarre la voiture. La voiture est prête, ça y est! Et Tori entame le décompte. La voiture ricochera-t-elle comme dans le film? Voyons voir. In 3, 2, 1, hit it. Les rats. Ils sont partout, mais ces rongeurs rusés contaminent-ils à profusion les canettes de boissons gazeuses? Après avoir analysé 1000 canettes provenant des 4 coins de San Francisco, Je commence à perdre l'appétit. Adam et Jimmy s'inquiètent. Quels sont nos résultats? Suis-je vraiment couché sur un amas de canettes contaminées par de l'urine de rat? Devrait-on ajouter l'urine dans la liste d'ingrédients ou avons-nous simplement repéré d'autres substances qui brillent sous la lumière noire? Le seul moyen de le savoir est de faire une analyse plus approfondie. Il faut prélever un échantillon de chaque canette et les analyser en laboratoire pour savoir ce qui se trouve sur les canettes. Ils prélèvent tout d'abord un échantillon des 1000 canettes du contrôle positif. Croyez-moi, je ne laisserai plus jamais mes rats jouer sur mes canettes de boissons gazeuses. On apprend toutes sortes de choses à l'émission. À l'aide d'écouvillons stériles plongés dans de l'eau stérilisée, les gars prélèvent les échantillons qui sont ensuite aspirés. Je dois t'avouer une chose. C'est un processus ennuyeux et douloureux, mais je m'amuse quand même. Ah oui, on s'amuse comme des enfants. Ça y est, Ça y est? ça y est. Enfin, c'est terminé. Je suis épuisé. On a embouteillé l'odeur d'une animalerie. Les analyses devraient montrer que le contrôle positif est contaminé à l'urine de rat. Mais les autres canettes sont-elles également contaminées par les rats? La lumière noire a-t-elle détecté d'autres substances? J'ouvre le sac d'une main en lançant la canette dans les airs. C'est très efficace, Jamie, et j'épargne du temps. C'est évident. C'était ma dernière canette. C'est terminé. À plus tard. D'accord. Dès qu'ils ont recueilli tous les échantillons, les gars se rendent à l'université Stanford, Merci, monsieur. De rien. où Chris Adams et son spectromètre de masse compareront le contrôle positif aux autres canettes. Cet appareil méticuleux analysera chaque échantillon, qu'il contienne de l'urine de rat ou non. L'analyse est complète. On a fini? On a les résultats. Commençons par le contrôle positif. Le contrôle positif contient 15 protéines propres à l'urine de rat. Les protéines urinaires proviennent du pipi de rat? C'est exact. D'accord. Qu'avez-vous trouvé sur les autres canettes? Y a-t-il de l'urine sur celle-ci? Pas du tout.
Les canettes sont propres. Ouais. Je suis soulagé. Ouvrons-en une, j'ai soif. La matière organique détectée par la lumière noire n'était pas de l'urine de rat, mais bien de la poussière ordinaire. Le spectromètre de masse est très précis. Cet appareil peut détecter des quantités infimes de peptides à l'échelle de la femtomole. Il est extrêmement précis. Et s'il dit qu'il n'y a pas d'urine de rat sur les canettes, c'est parce qu'il n'y en a pas. Puisque l'on consomme des millions de canettes de boissons gazeuses chaque jour, Jamie veut une deuxième opinion avant de clore l'enquête. Il veut savoir s'il est possible de contracter un agent pathogène mortel par l'entremise d'une canette. Peut-on contracter un agent pathogène en buvant d'une canette? C'est peu probable. Dans le cas de la bactérie de la leptospirose, elle se transmet habituellement par de l'eau contaminée qui entre en contact avec une plaie ouverte. Si on ingère la bactérie, les sucs gastriques l'élimineront rapidement. De plus, la bactérie de la leptospirose est très fragile et elle meurt rapidement dans un environnement sec. Même si l'urine de rat contaminée se trouvait sur la canette, la bactérie aurait déjà rendu l'âme, bien avant que quelqu'un boive de la canette. Et le principe s'applique également à l'hantavirus. L'hantavirus se transmet habituellement par les gouttelettes que l'on respire. Si on avale le virus, les sucs gastriques le tueront rapidement. Il semble peu probable que l'on retrouve un agent pathogène mortel sur une canette de boisson gazeuse. Mais le Dr Riley incite tout de même les gens à la prudence. J'essuie toujours ma canette avant de boire, parce qu'on ne sait jamais où elle a pu traîner. Tout ce que l'on met dans sa bouche doit être propre. Quel bon conseil! Mais que dire du mythe? Qu'en penses-tu? Selon le Dr Riley, il est pratiquement impossible de contracter la bactérie de la leptospirose ou l'hantavirus en buvant d'une canette de boisson gazeuse. C'est fantastique. De plus, nos analyses ont démontré qu'il n'y avait pas d'urine de rat sur les 1000 canettes recueillies un peu partout dans la ville. Je crois qu'on peut conclure que le mythe est faux. Oui, c'est faux. Lorsqu'une voiture tombe à l'eau, elle fait tout sauf ricocher sur l'eau. Mais selon le mythe, une voiture peut traverser un lac en 4 bonds. L'équipe est au siège social de Fretliner pour effectuer des tests. La voiture est prête. On est prêt à faire comme dans le film. Rouler à 80 km à l'heure, prendre son élan sur la rampe, puis ricocher sur l'eau. Here we go. In 3, 2, 1, hit it. Les actionneurs de Grant se mettent en branle et la voiture jaune Canary accélère. Grant la guide avec brio le long de la piste en ligne droite. 45. Jusqu'à ce que... miles an hour. Avec un fracas étonnant, la voiture traverse l'étang, mais pas comme prévu. Elle n'a pas ricoché, elle a culbuté. Oh mon Dieu! Incroyable! C'est complètement fou! Mais elle a vraiment traversé l'étang! Elle n'était pas censée le faire comme ça. Oh. Oh! On a détruit la voiture. On a suivi le film à la lettre. La vitesse, la rampe, les dimensions de la voiture étaient quasi identiques, mais on a obtenu un résultat différent. On sait maintenant qu'il s'agit d'effets spéciaux et que la voiture dans le film n'a pas ricoché sur l'eau. Il y avait fort probablement une plateforme submergée à quelques centimètres de la surface de l'eau sur laquelle la voiture a bondi. De plus, la voiture dans le film a atterri sur ses pneus arrière. Cela pouvait seulement se produire si le poids de la voiture était concentré à l'arrière du véhicule. On a modifié notre voiture pour qu'elle corresponde à une Lamborghini neuve des années 80. Et elle a piqué du nez avant de s'écraser. On peut donc conclure sans hésiter que le mythe est faux. Le mythe est faux, mais l'analyse ne se terminera sûrement pas ainsi. Le mythe de la crasse ambiante, prise 1. C'est à toi de parler. Tu dois nous expliquer le mythe.
Peux-tu me rappeler mon texte? La plupart des gens croient que le siège de toilette est infesté de microbes. Selon ce mythe, ce n'est pas nécessairement le cas. Il y aurait d'autres objets dans notre quotidien qui seraient beaucoup plus sales que le siège de toilette. Et c'est ce que l'on déterminera. On va choisir quelques endroits clés, recueillir des échantillons, faire des cultures et comparer les résultats, c'est ça? C'est exact. Peut-on commencer? Oui. D'accord. Chaque semaine, on entend parler d'un danger toxique qui se cache chez nous. Mais les agents microscopiques que l'on retrouve sur les objets de tous les jours sont-ils plus toxiques que ce que l'on peut retrouver sur un siège de toilette? Les gars veulent en avoir le cœur net. Mais par où doivent-ils commencer? Voici les critères selon lesquels on a choisi les objets à analyser. C'est très simple. On a choisi des objets que l'on touche tous les jours et que d'autres personnes risquent également de toucher. Commençons par notre contrôle, le siège de toilette. Alouette, gentille alouette, je te plumerai. 9, 10 secondes. De l'argent. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Ils ne retombent pas en enfance. Ils chantent pour s'assurer de frotter chaque objet pendant la même durée. La poignée d'un chariot d'épicerie. Une éponge. Tout ce qu'ils frottent a une chose en commun. Gentille alouette. La télécommande d'une chambre d'hôtel. Selon les recherches, tous ces objets sont plus sales qu'un siège de toilette. Le clavier. L'interrupteur. Mais est-ce vrai? Le cellulaire. Un moment, je vous prie. Après avoir récolté 8 échantillons, les gars demandent l'aide de Russell Vance, un microbiologiste. Prêt? Prêt. Alors allons-y. Bien. Commençons par le siège de toilette. Les gars placent une quantité précise de chaque échantillon dans une boîte de pétri. Et on les place dans l'incubateur. Ils y resteront toute la nuit à une température de 37 degrés Celsius. Demain, après une nuit dans l'incubateur, les bactéries se seront sûrement multipliées. Allons-y. Les cultures dans les boîtes de pétri peuvent être, entre autres, de la levure, de la moisissure ou des bactéries. On n'en sait rien. On doit donc compter et consigner chaque colonie ainsi que leur quantité. Ensuite, nous choisirons les plus sales. J'en vois 2. C'est tout? Seulement 2 sur le siège de toilette? Juste 2. C'est déjà fascinant. Le siège de toilette est étonnamment propre, mais on ne peut pas dire de même pour les autres objets, dont l'éponge. Oh, bon sang! Ça, c'est vraiment dégueulasse! Amuse-toi bien à compter tout ça. On se reparle l'été prochain. Ouais. On a peu de temps, mais Russell a une solution. On ne pourra jamais tout compter. Alors, comment devrions-nous les qualifier? Elles sont innombrables. Puis, les gars analysent et cataloguent les 6 autres échantillons. Ça y est. Je crois que tous les échantillons sont comptés. Ce qui veut dire qu'il est temps de résumer les résultats. On a fait des cultures avec 8 de nos échantillons prélevés sur des objets de tous les jours. Et voici nos résultats, de l'objet le plus propre à l'objet le plus sale. Les monteurs, pouvez-vous insérer un tableau, s'il vous plaît? Merci beaucoup. En 8e position, avec seulement 2 colonies, on retrouve le siège de toilette. Le nombre de colonies augmente à peine jusqu'à ce que l'on atteigne le clavier en 4e position, qui en contient 65. Ensuite, le nombre de colonies se met à augmenter à vive allure. L'interrupteur en compte 332 et l'argent 936. Mais en première position, on retrouve l'éponge, qui compte tellement de colonies qu'elles sont incomptables. Donc, est-ce que l'éponge est l'objet le plus sale chez soi? Tout dépend de notre définition de la saleté. On a retrouvé plusieurs colonies, mais elles sont peut-être inoffensives, alors que les 2 colonies sur le siège de toilette peuvent être très toxiques. On doit maintenant déterminer ce que contient chacune de ces boîtes de pétri, et heureusement, on a l'aide d'un microbiologiste. C'est au tour de Russell Vance. Voilà. Génial. De déterminer le nombre de germes sur chacun de ces objets quotidiens. C'est un processus complexe, mais dans 8 jours, le microbiologiste Russell Vance devrait pouvoir identifier les bactéries qui contaminent nos 8 objets du quotidien.
Une voiture peut-elle ricocher sur l'eau comme une pierre? Non. Mais l'équipe veut étudier tous les aspects de cette cascade. La scène du film est truquée. Il est impossible de propulser une telle voiture à cette vitesse pour qu'elle ricoche sur l'eau. Mais maintenant, je veux savoir comment on arriverait à la faire ricocher sur l'eau jusqu'à l'autre bout de l'étang. C'est pour ça qu'on a des modèles réduits. On effectuera des tests avec une voiture et un étang 12 fois plus petit. Dès qu'on aura les résultats, on pourra effectuer le vrai test. On fera des tests avec et sans la rampe. Je n'en peux plus! Allons-y! Et n'oublie pas la vitesse. Pour commencer, il faut un modèle réduit d'une voiture. J'ai un modèle réduit d'une Lamborghini. Elle correspond précisément à la vraie voiture, sauf pour le poids qui n'est pas équilibré correctement. En ce moment, elle pèse 2 kilos. Je veux qu'elle pèse 1 kilo. C'est une belle voiture. Quel dommage. Chaque détail est parfait. Dans un scénario digne d'un film d'horreur, Tori éventre la petite voiture jusqu'à ce qu'elle pèse 1 kilo. Vous vous dites sûrement que la voiture n'est plus aérodynamique. Mais j'ai une solution. Je vais recouvrir chaque trou de ruban adhésif. La voiture restera aérodynamique et légère. La voiture est prête. Comment les tests se dérouleront-ils? On n'a qu'à poser le modèle réduit sous le pneu de la voiture et lorsqu'on appuiera sur l'accélérateur, la petite voiture décollera comme une balle de baseball qui sort d'un lance-balles automatique. Elle dévalera la rampe, tombera à l'eau, puis ricochera à la surface. Du moins, c'est ce qu'on souhaite. De plus, un indicateur de vitesse pour vélo indiquera la vitesse de la voiture modèle réduit au moment où elle passera sous le pneu. On doit recréer la scène du film. Le modèle réduit sera lancé d'une rampe et la vitesse de 80 km/h sera ajustée compte tenu de ses dimensions. Si on obtient le même résultat que tout à l'heure, ce sera la preuve que notre modèle réduit est précis. Jesse est au volant. La petite voiture décollera à 22,5 km/h, l'équivalent de 80 km/h pour la voiture sport du film. Here we go with 3, 2, 1. Oh, c'était excitant. Peut-être pas, mais à 80 km/h, le modèle réduit pique du nez comme la vraie voiture sport. Je crois qu'il faut se débarrasser de la rampe pour que la voiture entre dans l'eau à un angle inférieur. Pour le prochain test, la voiture roulera à 80 km/h, soit 22,5 km/h pour le modèle réduit, et on laissera tomber la rampe. Peut-être que ça fonctionnera mieux. 3, 2, 1. Génial! Eh oui, la petite voiture a ricoché sur l'eau. Sans la rampe, la voiture a ricoché sur l'eau à 80 km/h. Elle a fini par couler, mais elle a tout de même ricoché. La rampe nuit donc au résultat final. Si l'on réduit l'angle d'attaque et que l'on augmente suffisamment la vitesse de la voiture, je suis convaincu que le modèle réduit ricochera sur l'eau jusqu'à l'autre bout de l'étang. Es-tu prête? Oui. Vas-y. Ils augmentent la vitesse à 32 km/h, soit à 113 km/h pour le modèle réduit. 20 miles an hour. Regardons les images. La voiture a traversé l'étang. À 113 km/h, la mini-voiture a traversé l'étang en ricochant sur l'eau. Il ne reste plus qu'à recréer le tout avec la vraie voiture. Plus c'est rapide, mieux c'est. Ça risque de fonctionner si la voiture roule assez vite. Mais je suis certain qu'on peut empêcher la voiture de ramasser l'eau. Il faut l'empêcher de piquer du nez. Oui, Pour s'amuser, roulons encore plus vite. à 160 km/h? Oui. Ouais. Vas-y. 20, 28. Bon sang! Tori a raison. À 160 km/h, la voiture ricoche sur l'eau 2 fois avant de percuter le mur. Regardez ces images. À 45 km/h, soit 160 km/h pour une vraie voiture, elle ricoche sur l'eau, ce qui signifie que la vitesse jouera un rôle important pendant les vrais tests. Ceci n'est qu'un modèle réduit. Avec une vraie voiture qui pèse plus d'1 tonne, qui sait ce qui se produira? La saleté est partout et on ne peut y échapper. Mais les objets que l'on utilise au quotidien sont-ils plus sales qu'un siège de toilette? Adam et Jimmy ont fait des recherches et ont enfin leurs résultats.
Chers téléspectateurs, le moment est venu de dévoiler le palmarès des 8 objets les plus sales. Voici le tableau, basé exclusivement sur le nombre de colonies qui se trouvaient sur chaque objet. Selon ce tableau, l'éponge est l'objet le plus sale, avec ses colonies innombrables, tandis que le siège de toilette est l'objet le plus propre. Mais regardez ce qui se passe lorsque l'on tient compte non seulement du nombre de colonies, mais de leur niveau de toxicité. Le siège de toilette passe de la 8e position à la 6e position, puisque ces 2 colonies étaient particulièrement toxiques. La télécommande se retrouve en bas du palmarès, puisque ces 44 colonies ne contenaient aucune bactérie, et le cellulaire monte à la 5e position, puisqu'il était couvert de bactéries dangereuses. Mais l'éponge reste en première position, puisqu'elle contient une bactérie très dangereuse pour les gens dont le système immunitaire est compromis. Alors, James Franklin Hanneman, qu'en penses-tu? Beau travail, mais on ne peut rien conclure. On n'a compté qu'un seul échantillon par objet. C'est insuffisant. D'accord, prenons 5 objets. Le siège de toilette sera le contrôle, et on analysera les 4 objets les plus sales à l'aide d'échantillons plus gros. D'accord. Pour augmenter la taille de l'échantillon, les stupéfiants se rendent à Berkeley, où des étudiants en microbiologie se lanceront dans la démystification de mythes. Bonjour. On a besoin de vous. On a sélectionné 5 surfaces que l'on surnomme les 5 coupables. Ce sont des objets que les gens touchent au quotidien et on veut savoir s'ils contiennent des bactéries. Vous pourrez nous aider à le savoir. Pour obtenir un échantillon considérable, 50 étudiants devront récolter des échantillons des objets suivants. Un siège de toilette, un interrupteur, une éponge, un billet de banque et un clavier. Pouvez-vous nous aider? Génial! Friand de recherche, la meute de microbiologistes se consacre immédiatement à l'échantillonnage. Alouette, gentille Alouette, Alouette, je te plumerai. Puis, une fois de plus, on dépose chaque échantillon dans une boîte de pétri, on l'incube, on compte les colonies et on analyse l'ADN. On a appris plusieurs choses importantes grâce au modèle réduit. Oui, on doit se débarrasser de la rampe. Il faut que la voiture entre dans l'eau en douceur, donc fini la rampe de lancement. Et la vitesse joue un rôle clé. Plus la voiture roule vite, plus elle a de chance de traverser l'étang en ricochant sur l'eau. À quelle vitesse doit-elle rouler? Aussi vite qu'une fusée? Non, elle n'a pas besoin de rouler à la vitesse de la lumière. Si on accélère le plus possible, on risque fort bien de traverser l'étang. Je vais ajouter un peu de nitro pour amplifier la réaction. Parfait. Attendez, je vois des télécommandes dans mon avenir. Tu es un devin. Grant adore les télécommandes et l'équipe a trouvé l'équipement idéal pour ce deuxième test. On sait maintenant pourquoi la première voiture a coulé. Croyez-le ou non, on a réussi à dénicher une voiture identique et elle est en parfait état. En plus, elle est dorée. Mais avant d'entamer les tests, je dois la munir d'une télécommande. J'ai réussi à rescaper le système de contrôle de la dernière voiture. Le voici. Maintenant, je n'ai qu'à l'installer dans la nouvelle voiture. Je l'ai déjà fait une fois, donc ce sera sûrement facile. Une fois de plus, le système comprend des cylindres, des cerveaux et des fils. Lequel choisir? Est-ce le fil brun, l'autre fil brun ou l'autre fil brun? Pendant que Grant installe son système de télécommande, Jessie gonfle le moteur. Voici un moteur ordinaire. L'air y entre, se mélange à l'essence et se disperse dans les cylindres. On veut que le moteur tourne le plus vite possible. On ajoutera donc de la nitro. Celui-ci refroidira le moteur et augmentera la densité de sa charge. Ainsi, le taux de compression sera plus rapide et le moteur tournera plus vite. Quel endroit pratique pour un moteur, n'est-ce pas? Il est dans le coffre arrière et c'est très facile d'y avoir accès. En ce moment, je perce des trous par lesquels se dispersera la nitro. Je vais percer chaque trou, puis insérer les brumiseurs qui la pulvérisera. L'effet sera génial. Mais notre métallo et maniaque des moteurs n'a pas terminé ses modifications. En effectuant nos tests, on a découvert que le dessous du châssis de la voiture doit être le plus plat possible.
Celui-ci n'est déjà pas si mal, mais pour mettre toutes les chances de son côté, on a décidé d'ajouter une énorme tôle sous la voiture. De cette façon, on espère qu'elle fera dévier l'eau de chaque côté de la voiture. En réduisant la résistance du châssis sur l'eau, la tôle facilitera le ricochet de la voiture sur l'eau. Wow! Ça a recouvert tout le châssis. Génial! Oui, Les pierres ricochent mieux sur l'eau lorsque leurs côtés sont plats et lisses. En ce moment, le devant de la voiture ressemble à une énorme pelle. tu as raison. Je songe à poser une autre tôle devant la voiture pour créer une surface lisse et boucher tous les trous qui risquent d'écoper l'eau. Qu'en dis-tu? C'est parfait. Elle ricochera très bien. Oui, Puisque Jessie doit aussi gonfler le moteur, Tori se charge de modifier le nez de la voiture et d'y ajouter sa touche personnelle. Savez-vous comment je peux rendre cette voiture encore plus géniale? En y ajoutant des flammes. Tout le monde sait que les voitures décorées de flammes sont fantastiques. Regardez, j'avais raison. Les flammes ajoutent un peu de piquant, mais pas autant que le système de nitro de Jessie. puisqu'il s'agit d'une vieille voiture, elle n'atteindra jamais la vitesse escomptée. La nitro devrait nous aider à traverser les temps. Selon les tests, on doit rouler le plus vite possible, et c'est ce que la nitro dans le moteur nous permettra de faire. Il ne me reste plus qu'à brancher les brumiseurs à la canalisation d'essence et le tour est joué. C'est très simple. La voiture a l'air fantastique. J'ai posé la télécommande, Jessie a ajouté la tôle pour réduire la résistance et a gonflé le moteur pour augmenter sa vitesse maximale et Tori a modifié le pare-choc. Il ne reste plus qu'à retourner en Oregon pour savoir une fois pour toutes si une voiture peut ricocher sur l'eau. Tout va bien aller. Les enfants savent sauter. Les insectes aussi. Même les pierres, si l'on vise bien. Mais une voiture de plus d'1 tonne peut-elle faire de même? Les stupéfiants sont de retour au siège social de Freightliner pour en avoir le cœur net. Cette voiture n'est pas du tout confortable. Mais elle est magnifique. Ils ont modifié leur voiture sport pour l'aider le plus possible à ricocher sur l'eau. Mais avant de commencer, ils doivent effectuer d'autres modifications. Il me reste plus qu'à me débarrasser de la rampe avec ma super pelle mécanique. Pour augmenter leurs chances de succès, l'équipe doit éliminer la rampe de lancement. Qui a dit que les vedettes de télé menaient des vies luxueuses? La voiture ricochera-t-elle sur l'eau comme une pierre? Je pense que c'est fort possible. Mais il faut de la vitesse. Jessie a donc gonflé le moteur. Regardez ce fil. C'est le fil magique. Mon système ajoutera 100 chevaux vapeur au moteur, soit le double de sa puissance originale. J'ai un peu peur que le moteur explose avant que la voiture ne touche l'eau. Mais j'ai quand même confiance en notre système. Plus ou moins. Je peux déjà voir toute la force qui fouettera le moteur et qui le forcera à tourner plus vite. Ce sera beaucoup plus difficile de maîtriser la voiture. Celle-ci pourrait bien se transformer en fusée. J'espère que je pourrai la guider, malgré son moteur gonflé, jusqu'à l'étang. Cette fois-ci, ce sera plus difficile de maîtriser la voiture. Grâce à la nitro, la voiture roulera 2 fois plus vite et si la voiture roule assez vite, chaque fois qu'elle ricochera sur l'eau, la force exercée par la voiture sur l'eau forcera l'eau à repousser la voiture vers le haut pour la faire avancer. Du moins, c'est la théorie. La bouteille de nitro est ouverte et le système est en fonction. Rien ne se produira avant que tu n'appuies sur le bouton. D'accord. D'accord. On peut plus retourner en arrière. Grant effectue fébrilement ses derniers ajustements avant de démarrer. Ça y est, je peux démarrer la voiture. Mon cœur bat la chamade. Je suis prêt. Puisqu'ils ont une seule voiture, ils ont droit à un essai. Je vais enclencher la transmission. Génial! Ça y est.
Bon sang, j'arrive pas à y croire. On va faire ricocher une voiture sur l'eau. C'est complètement fou. C'est complètement ridicule. On se prend pour Thelma et Louise. Ah oui? Je dis souvent des conneries. Ah bon? In 3, 2, 1, hit it. J'ai retiré les freins. On peut y aller. Ça passe ou ça casse. Grant fait accélérer la voiture, puis appuie sur le bouton de la nitro. Je libère la nitro. La voiture accélère à vive allure. Puis les lois de la physique y prennent le dessus. Elle a ricoché sur l'eau. Les stupéfiants ont peine à maîtriser leurs émotions. Leur voiture a bel et bien ricoché sur l'eau. Les images le montrent clairement. La voiture a ricoché 2 fois, puis a poursuivi sa trajectoire de l'autre côté de l'étang. Jusqu'à ce que Grant se décide à freiner. Ouais! C'est fou! Je guidais la voiture, elle a heurté l'eau et je ne voyais plus rien. Puis, l'eau s'est dissipée et j'ai aperçu la voiture qui poursuivait son chemin. On a réussi! Elle a ricoché. Je suis très fière de mon moteur. On n'a plus que doublé sa puissance. Il tourne encore malgré tous ses chevaux vapeur. C'est formidable. Regardez ça. Je suis très contente. On a réussi. On voulait que la voiture ricoche sur l'eau et elle l'a fait. Le modèle réduit avait démontré que c'était possible, mais on n'y croyait pas vraiment. Mais la vraie voiture a réagi comme le modèle réduit. Il fallait le voir pour le croire. Je n'en reviens pas. La voiture a ricoché sur l'eau. Et nos 2 voitures fonctionnent encore. Ça a fonctionné. Je sais, une voiture s'est renversée et l'autre a ricoché. Qui arrivera à l'atelier en premier? Ne partez pas sans moi! Je connais un raccourci. Vite, vas-y! Les gars, c'était formidable. Je n'ai jamais vu une chose pareille. On a reproduit le résultat et on a réussi à faire ricocher une voiture de plus d'1 tonne sur l'eau. Je sais, et à vive allure en plus. Absolument. Et en plus, c'était étonnamment facile à faire. Il s'agissait d'une voiture de 15 ans qui roulait un peu plus vite que sa vitesse normale. Il n'y avait aucune fusée, aucun pneu spécial, aucune rampe de lancement et aucune plateforme sous l'eau. Elle a vraiment ricoché sur l'eau. Comme le modèle réduit l'avait démontré. Je suis entièrement d'accord avec Grant. C'était beaucoup trop facile. Si facile que l'on doit aviser les gens. Ne faites pas ceci à la maison. Oui, mais n'oublions pas que la mise en scène est tout de même fausse. Une voiture qui roule à 80 km/h sur une rampe de lancement recoulera à tout coup. Mais si on largue la rampe et que l'on roule à vive allure, on risque fort bien de rester au sec. Oui. Savez-vous ce que j'en pense? Je pense qu'il faut regarder les images une dernière fois. Absolument. Avec de tels résultats, on ne peut s'empêcher de regarder les reprises. Les mythes de bolides sont toujours passionnants, mais il ne faut pas oublier la chasse à la crasse d'Adam et Jimmy. Après une foule d'échantillonnages et une multitude d'analyses d'ADN, ils ont enfin leurs résultats. Mesdames et messieurs, il est temps de dévoiler notre palmarès des 5 objets les plus sales du quotidien. En 5e position, on retrouve l'interrupteur. En 4e position, le siège de toilette. En 3e position, le clavier. En 2e position, le billet de banque. Et en 1re position, après un entraînement long et ardu, l'objet le plus sale du quotidien n'est nul autre que... Jimmy, je te laisse l'honneur de dévoiler le grand gagnant. L'éponge. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Eh bien, tout cela veut dire que, selon le mythe, il existe des objets plus sales qu'un siège de toilette. Le mythe est donc vrai. Le mythe est vrai.